Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi, donc 27 février 2016. Les principaux titres du journal, des titres qui tournent autour de trois appels. Le premier, comme on le voit ici, c'est celui lancé par la Commission africaine de haut niveau qui vient de se rendre à Bujumbura, appel aux protagonistes pour favoriser l'esprit de dialogue pour résoudre la crise que traverse ces pays. Le deuxième appel, c'est celui lancé par les participants au Conseil extraordinaire des ministres du G5 qui vient de se tenir à Nouakchott, appel à la nécessité d'une coordination de l'action au sein de cette organisation sous-régionale. Et enfin, le troisième appel de ces titres, c'est celui lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, lancé aux protagonistes syriens pour respecter la trêve entrée en vigueur la nuit dernière. Voilà donc pour les titres de ce journal. Je vous rappelle que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott tôt ce matin, venant de Bujumbura, la capitale burundaise. Au bas de la passerelle, le chef d'État a été salué, vous allez le voir, par le Premier ministre, M. Yahya Ould Haddemine, par le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott. Bien sûr, à l'accueil étaient également des membres du gouvernement pour accueillir le chef de l'État à son retour, donc samedi matin, aujourd'hui, venant du Burundi. Voilà donc l'arrivée ce matin du président de la République à l'aéroport international de Nouakchott venant de Bujumbura, la capitale burundaise. Il était là-bas dans le cadre de la mission de médiation entreprise par l'Union africaine, mission entreprise donc par une commission de haut niveau comprenant 4 chefs d'État et un Premier ministre. Et puis cette mission a fait 2 jours là-bas dans la capitale burundaise. Elle était chargée de trouver un règlement à la crise que traverse ce pays depuis 10 mois. Programme très chargé pour les membres de cette délégation durant ces 48 heures. Eh bien, des rencontres avec les protagonistes de la crise, que ce soit du côté gouvernement, le président de la République, ou les acteurs politiques, les représentants de la société civile, ou encore les dignitaires religieux. Alors, sur l'activité de la mission, le bilan de son action, un compte rendu de nos envoyés spéciaux Mohamed Taqiyullah Al-Edam et Mohamed Mahmoud Oulida, un compte rendu revu et présenté en français avec Mohamed Lamine Bekkar. Faisant ancien l'adage qui dit le linge sale se lave chez soi, l'Union africaine a sans doute voulu que la crise burundaise trouve solution au sein de la grande famille africaine. Aussi a-t-elle mis sur pied et dépêché une commission de haut niveau composée de chefs d'État ayant une expérience avérée dans la médiation. Cette mission de bons offices composée du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, Jacob Zuma d'Afrique du Sud, Ali Bongo Odemba du Gabon, Macky Sall du Sénégal et du Premier ministre éthiopien, avec comme objectif majeur d'amener les parties burundaises à amorcer un dialogue inclusif susceptible d'éviter au pays de sombrer de nouveau dans le chaos. Auparavant, et de leur arrivée à Bujumbura, les membres de la commission ont tenu une réunion à huis clos pour étudier et examiner les modalités et perspectives de règlement de la crise. Et c'est d'une seule voix qu'ils ont exhorté les acteurs politiques, ceux de la société civile et les religieux à faire prévaloir l'intérêt des Burundais et du Burundi sur toute autre considération en acceptant de discuter autour d'une même table avec la volonté d'aplanir leurs divergences. Le même appel, la commission de haut niveau l'a porté au président Pierre Nkurunziza, qu'il a aussi invité à tout mettre en œuvre pour décrisper la crise à travers un dialogue constructif entre les différents acteurs de la scène politique burundaise. Autre geste fort des 4 présidents à Bujumbura, l'hommage rendu à 2 personnalités symboliques du pays. En déposant des gerbes de fleurs sur leur tombe, il s'agit de l'ancien président Dadaï Malacher, considéré comme le fondateur de la démocratie dans les pays, et le prince Louis Wagozai, héros de la lutte pour l'indépendance. Le Burundi, fier de cette médiation, avait tenu à réserver aux membres de la Commission africaine de haut niveau un accueil riche en couleurs conformément à la tradition et à l'hospitalité africaine,
Tapis rouge, présence de hautes personnalités du pays, hymnes nationaux et folklore ont rythmé ces cérémoniales. Voilà donc pour cette commission africaine de haut niveau qui était à Bujumbura, chargée donc de trouver une solution politique à la crise que traverse ce pays, une crise qui dure depuis plus de 10 mois. Une commission qui, je le rappelle, était composée outre du président de la République, de ses collègues du Sénégal, du Gabon, de l'Afrique du Sud et du Premier ministre éthiopien. Je rappelle également que le président de la République a regagné tôt ce matin Nouakchott justement qui a vu les G5 Sahel portés sur les fonds baptismaux, c'était en 2015. Les G5 Sahel dont un conseil des ministres extraordinaire vient de se tenir dans notre capitale pendant 2 jours et travaux qui étaient dominés entre autres par l'application de la stratégie de développement de cette organisation sous-régionale. Compte rendu Bokar Baylaba. Les travaux du Conseil extraordinaire des ministres du G5 Sahel se sont achevés aujourd'hui à Nouakchott par une conférence de presse. Les travaux ont été marqués par l'examen des sujets relatifs au manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable, à l'état d'exécution du budget de l'exercice 2015, au projet de budget 2016 et au plan de travail annuel. Le secrétariat permanent est en train d'élaborer un programme prioritaire d'investissement et un portefeuille de projets structurants et les partenaires au développement sont mis à contribution. Les partenaires techniques et financiers ont montré un intérêt particulier au G5 Sahel et ils étaient venus nombreux au sommet des chefs d'État du 20 novembre dernier et ont même signé une déclaration commune montrant leur intérêt et leur engagement à accompagner les G5 Sahel. Et comme on le fait d'habitude dans ce genre de réunions, donc nous avons examiné d'autres sujets également en ce qui concerne les manuels de procédure, les rapports d'activité de 2015 accompagnés des rapports financiers et les projets de budget de 2016. Une fois ce programme prioritaire d'investissement terminé, il sera soumis aux partenaires au développement lors d'une table ronde prévue en juin prochain. Pour rappel, le G5 Sahel a vu le jour le 16 février 2014 à Nouakchott dans le but de favoriser la bonne gouvernance, le développement économique et permettre une coopération efficace en matière de sécurité, de résilience économique, de développement des infrastructures et de la gestion des ressources en eau. Voilà donc pour ce compte rendu sur le Conseil extraordinaire des ministres du G5 dont les travaux se sont achevés aujourd'hui et cela après 2 jours de discussion. Une page culturelle de ce journal, une page culturelle relative ou sera consacrée plutôt à ces gestes en faveur de la Fondation Aide El Malouma, une fondation qui vient d'être honorée par le ministère de la Culture et de l'Artisanat. C'était hier soir au cours d'une cérémonie organisée au Musée national et présidée par la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mintainina. Compte rendu d'Aminata Khan. Langue universelle au-delà du possible, la musique est aussi cette langue des émotions. Malouma Mintmeda a décidé de la chanter en langue maure en mélangeant tradition et modernité. Aujourd'hui, après plusieurs années de dur labeur, elle est honorée d'avoir enregistré et conservé une vingtaine d'anciens poèmes populaires du Hassaniya. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Hindou Mintainina, n'a pas manqué l'occasion de glorifier le parcours de Malouma Mintmeda. Elle a indiqué que les efforts fournis par l'artiste pour la réalisation de ce travail méritaient d'être honorés par le département, soulignant que cette expérience sera un exemple à suivre dans tous les domaines en relation avec la créativité et l'excellence. Madame Hindou Mintainina a appelé tout le monde au travail en vue de la participation à la valorisation et à la conservation du patrimoine culturel mauritanien en sa qualité de mémoire vivante de la nation. Malouma Mintmeda, artiste, sénatrice, a apprécié l'honneur qui lui est fait, qui est dédié à tous les artistes mauritaniens, rappelant que pour la collecte des poèmes anciens, elle s'est appuyée sur de grands artistes des différentes écoles de la culture populaire mauritanienne. Nous restons toujours au Musée national qui a abrité également et toujours hier soir une autre cérémonie, cette fois
relatif aux personnes handicapées. Il s'agit du lancement de la 5e édition de leur journée culturelle. Et c'est une cérémonie organisée par l'association dite de la volonté pour la culture et pour le développement. À l'occasion pour le président de l'association, mais aussi pour la présidente de cette édition, de souligner donc la poursuite de l'action en faveur de ces personnes et que l'objectif de cette journée, c'est justement d'attirer l'attention sur les capacités intellectuelles de ces personnes. Et puis, toujours dans le cadre de ces organisations, de ces reportages, maintenant c'est du côté de l'université SIB Management, une université dont une nouvelle promotion vient de sortir. C'était hier soir, une promotion donc composée de 50 étudiants dans différents domaines, de spécialités professionnelles. C'était dans les filières LMD. Voilà donc pour ces cérémonies. Alors merci de suivre les JTF d'El Mauritanien. La suite du journal donc avec la Syrie qui a vécu donc sans bombardement durant ces dernières 24 heures. C'est ça à la lumière de la trêve qui est rentrée en vigueur depuis la nuit dernière, et ceci au terme de l'accord intervenu récemment sous l'égide des États-Unis et de la Russie. Précision avec Bokar Bayraba. Le calme régnait aujourd'hui dans les régions de Syrie, tenues par les rebelles et le régime, après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu initié par Washington et Moscou. Une heure avant le cessez-le-feu, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui entérine l'accord américano-russe de cessation des hostilités et exige son application par toutes les parties prenantes. Profitant de la dynamique qui pourrait être créée par cette trêve, le médiateur de l'ONU, Stéphane de Mistura, a annoncé son intention de convoquer pour le 7 mars à Genève une nouvelle session de négociation de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition. La trêve est la première de cette ampleur dans un conflit qui a fait plus de 270 000 morts depuis 2011, déplacé plus de la moitié de la population et qui voit s'affronter une multitude d'acteurs syriens et internationaux. Bachar el-Assad, une centaine de factions rebelles et les forces kurdes se sont engagés à respecter l'accord de cessez-le-feu. En revanche, les organisations djihadistes comme le groupe Daesh et le Front al-Nosra sont exclus de cet accord. Le gouvernement syrien, la Russie et la coalition internationale dirigée par les États-Unis pourront ainsi continuer dans les prochains jours à frapper le groupe Daesh et al-Nosra qui contrôlent plus de la moitié du territoire syrien. Voilà, et puis en tout cas, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé les différentes parties, donc, à savoir le gouvernement et les insurgés, à respecter cette trêve de 2 semaines. Et dans la foulée, l'émissaire spécial des Nations Unies chargé de la Syrie, M. Stéphane de Mistura, a annoncé que les pourparlers de paix intersyriens vont reprendre le 7 mars prochain à Genève. Genève s'est déroulé d'ailleurs cet après-midi une réunion donc pour faire le point justement sur cette trêve, est-ce qu'elle a été respectée ou pas, cette trêve qui est entrée en vigueur donc la nuit dernière, et en tout cas ce soir les observateurs s'accordent à dire qu'elle a été globalement respectée. Le reste de l'actualité internationale va nous conduire dans 4 étapes, à savoir le Kosovo en Europe, le Kosovo qui vient d'élire un nouveau président de la République, ou encore la Somalie qui vient d'être endeuillée par un attentat suicide, 20 morts, et le Niger, l'Iran aussi, on va parler de l'Iran dans ces étapes, l'Iran qui retient son souffle en attendant les résultats définitifs des scrutins qui se sont déroulés hier là-bas, et puis le Niger aussi, il n'y a pas eu de coup de chaos, mais un second tour de la présidentielle prévu pour le 20 mars prochain. L'actualité en bref et en image avec Aminata Khan. 14 personnes ont été tuées selon un bilan provisoire dans une double attaque au véhicule piégé contre un hôtel et un jardin public à Mogadiscio.
perpétrés par des islamistes Shabab qui ont eu recours à de grandes quantités d'explosifs. L'attaque s'est déroulée dans le centre-ville de la capitale, à proximité de l'enceinte ultra sécurisée de la ville Somalia, complexe fortifié abritant la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre. Le pouvoir et l'opposition fourbissaient déjà les armes au Niger en vue du deuxième tour au lendemain de l'annonce des résultats de la présidentielle. Le président sortant Mahamadou Issoufou est largement en tête, mais l'opposant Hama Amadou, bien qu'emprisonné, croit en ses chances. Le deuxième tour, prévu pour le 20 mars, sera inédit et atypique avec deux hommes qui s'étaient alliés en 2011. Hama Amadou avait rallié le candidat Issoufou à l'issue du premier tour. Les candidats réformateurs étaient largement en tête à Téhéran aux élections législatives iraniennes selon les résultats partiels publiés portant sur 44% des bulletins dépouillés. Un total de 1,3 million des 2,9 millions d'électeurs ayant voté à Téhéran l'ont fait en faveur de la coalition des réformateurs et des modérés qui est en passe de remporter 29 des 30 sièges de la capitale. Les députés kosovars ont élu le ministre des Affaires étrangères et ancien Premier ministre de Taksim Tassi, président du pays, à l'issue d'une journée tendue marquée par des incidents dans l'hémicycle et des affrontements dans la rue. L'opposition a tenté d'empêcher le scrutin en lançant de nouveau du gaz lacrymogène dans l'hémicycle, une méthode que ces élus emploient depuis octobre pour réclamer la démission du gouvernement et la tenue d'élections anticipées, paralysant de fait les travaux de l'Assemblée. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Retour ici à l'actualité nationale avec une page sportive consacrée au marathon universitaire qui a été organisé aujourd'hui sur 4 km, point de départ, le carrefour de l'actuel aéroport avec la route, l'avenue des forces armées. Des dizaines d'étudiants ont participé donc à ce marathon dont le point de chute était l'ancienne maison des jeunes. Et puis à l'issue de cette cérémonie qui a été marquée donc par la distribution des prix aux lauréats, eh bien, les collègues du service des sports des Mauritaniens ont tendu leur micro, ils ont recueilli les impressions du directeur du général du CNU. Le CNU, c'est le Centre national des œuvres universitaires, organisateur donc entre autres de ce marathon, et puis aussi les impressions du troisième lauréat qui parle français, lui. Vous allez l'entendre, c'est la première fois qu'il participe à un tel marathon. Je m'appelle Ahmed Béchiroussar, je fais la première année à l'Institut UUP, Institut universitaire professionnel. Je fais la logistique et transport. Bon, je remercie la CNU qui a organisé cette compétition qui est vraiment intéressante. Aujourd'hui, nous les étudiants, on se sent vraiment concernés parce que c'est la première fois qu'une telle compétition est organisée pour les étudiants. Notre objectif, c'est que les étudiants fassent le sport et sachent que nous sommes là pour les mettre dans de bonnes conditions. Et nous savons que l'organisme qui est chargé de cette mission, c'est le CNU, le Centre national des œuvres universitaires. Et ce que nous venons d'organiser aujourd'hui entre directement dans la politique générale de l'État et de manière particulière dans la politique générale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté dans sa direction des œuvres universitaires. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le retour du président de la République ce matin à Nouakchott. Il vient de Bujumbura, la capitale burundaise, où il a participé là-bas à la mission entreprise par la Commission africaine de haut niveau qui était chargée donc de trouver une solution politique à la crise burundaise. Ici, c'est la clôture des travaux du Conseil ministériel extraordinaire du G5 tenu hier et aujourd'hui ici à Nouakchott, clôture cet après-midi.
Ici, c'est la Syrie et l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies pour adresser aux protagonistes syriens pour respecter la trêve qui est entrée en vigueur depuis l'année dernière. C'est une première depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis le déclenchement de la guerre civile dans ces pays arabes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.